Pour ceux qui sont dans la salle avant qu'on soit en live, juste pour vous mentionner que la session se déroule en quelques blocs. On va d'abord voir avec qui on va transiger aujourd'hui. Il y a 2 personnes à distance. Par la suite, on va prendre le temps de se donner un langage commun sur le numérique, de savoir, quand on parle de transition pas énergétique, mais bien numérique, on va voir de quoi on parle. On va se donner une définition, disons, commune. Par la suite, pourquoi c'est si important, comment on peut faire les choses, puis on va terminer avec des trucs pratiques pour passer à l'action. Donc ça, c'est le programme du jour. Et je suis très bien accompagnée pour en apprendre davantage sur ce sujet-là de l'évolution numérique et surtout de la place de l'humain, parce que le numérique, ce n'est pas seulement les outils technologiques puis le matériel hard, mais c'est surtout d'abord une question d'attitude, on va le voir, puis d'humains qui font avancer les choses. Alors, c'est un peu le programme de la prochaine heure. Et le niveau, l'audience, elle est sophistiquée à quel point? Ou pas? Très sophistiquée? Il y en a qui me font signe que c'est très élevé. Il y en a qui m'ont dit qu'ils venaient découvrir. Il y a des membres de conseil d'administration qui veulent acquérir de nouvelles idées sur ces enjeux-là. Alors, je pense que c'est un auditoire varié, je dirais. Alors, bon, OK. Fait qu'on va essayer de... Ça ressemble. Est-ce que... Pardon? On m'a dit que c'est un pâté chinois. Une belle variété. Bon. Donc, je vais débuter. Là, il est 15 heures. Alors, en résumé, vous allez être dans la prochaine heure entouré d'intervenants. Mon nom est Nathalie Quirion d'abord. Ça me fait plaisir d'animer cette session de travail sur l'évolution du numérique et la place du numérique dans nos organisations. Je vais être entourée de 3 personnes qui vont se présenter dans quelques minutes, mais comme je le mentionnais, l'objectif, c'est vraiment d'avoir de nouvelles notions à la sortie de cette session-ci et surtout de découvrir des trucs, finalement, pour passer à l'action sur cet enjeu dont on entend parler quotidiennement. Alors, place à une petite vidéo, si la vidéo est prête, puis par la suite, chacun se présentera. Alors, merci pour cette entrée en matière. On a vu dans la vidéo là, que plusieurs coops ou mutuelles ont déjà pris le virage. On voit que ça concerne tous les domaines, tous les secteurs. Donc, brièvement, j'inviterai nos 3 personnes qui vont m'accompagner à se présenter. Je vais commencer avec celui qui est à ma droite en présentiel. Donc, si vous voulez vous présenter. Oui, enchanté. Moi, c'est Bruno Etier, donc je suis directeur de la transition numérique à la CDRQ, donc la coopérative de développement régional du Québec. Puis, donc, nous, on est vraiment là pour aider les entreprises d'économie sociale à faire un virage numérique. Donc, c'est d'où notre intérêt envers cette présentation-là ici, parce que la sensibilisation, ben, c'est le premier pas. Il faut s'intéresser aux problèmes pour en dégager les opportunités, finalement. Merci, Bruno. Je vais faire une passe à M. Sirois, s'il vous plaît. Je vous laisse vous présenter, M. Sirois. Ça me fait plaisir. Alors, je suis Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, mais ça veut dire le porteur d'un C sur le chandail de joueur de hockey, un innovateur parmi beaucoup d'innovateurs, innovatrices. Vous en avez sur le panel aujourd'hui, vous avez des leaders de l'innovation, des gens comme Nathalie qui motivent les gens à se transformer, à adopter les technologies, à en développer. Alors, au Conseil de l'innovation puis au ministère de l'Économie et de l'Innovation, on essaie de trouver des nouvelles façons de stimuler, motiver, propulser les entreprises et les organismes à ce qu'ils deviennent plus modernes puis plus innovants. Merci, Luc. Et notre 3e intervenant d'aujourd'hui, un membre de la famille Coop, M. Cordeau, s'il vous plaît, un petit mot pour vous présenter.
Bonjour Nathalie, bonjour à mes collègues, bonjour à l'audience. Donc, Sébastien Cordeau, un des membres de l'équipe de la coopérative horticole Groupex. Mon rôle au sein de l'équipe, c'est directeur général. Qu'est-ce que la coop horticole Groupex? C'est 115 entreprises regroupées partout au Québec, Ontario et Nouveau-Brunswick, avec un désir de faire une différence dans notre secteur d'activité, avec, ben oui, des moyens de base, ça en prend, mais aussi des moyens innovants, puis aussi beaucoup de questionnements pour arriver à optimiser nos opérations. J'espère que nos quelques expériences faites en équipe puis avec notre coopérative pourront vous apporter un peu d'inspiration. Merci Sébastien. Donc, comme vous voyez, il y aura 3 personnes avec 3 regards différents là, pour vous partager leur savoir, leur expertise et leur angle d'analyse, si vous voulez, sur le numérique. Alors, pour commencer, je vais céder la parole à M. Sirois, donc l'innovateur en chef du gouvernement du Québec. M. Sirois, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre profil, nous dire peut-être quelques mots sur votre définition de la transition numérique et quel est votre... Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous êtes vous portez le C de capitaine, j'imagine, dans cette évolution-là du Québec. Alors, je vous cède la parole pour quelques instants pour mettre la table à ce que ça veut dire tout ça pour nous aujourd'hui dans l'audience. Bien, je pense que d'abord, ce qui est important d'expliquer, c'est que quand on sonde les entreprises, les organisations, peu importe leur nature, on se rend compte que on ne fait pas face à un besoin de faire une transformation numérique, on fait face à un besoin de faire du rattrapage numérique. Notre productivité au Québec au niveau des entreprises traîne de la patte. On en a des entreprises qui sont championnes. Quand on pose la question, avez-vous un projet d'innovation? Avez-vous un projet... Bien, il y en a 15 % qui nous disent oui, absolument. Il y en a un autre 15 % qui disent oui, nous, on va adopter les nouvelles technologies numériques, on va la faire, notre transition numérique. D'autres nous disent on va transformer notre organisation de façon de commercialiser nos produits par les moyens technologiques modernes. Mais tu vois, tu restes dans un 15-20 % d'entreprises qui disent oui, nous, on va emboîter le pas. Tu as une grosse moitié d'entreprises qui disent ah non, nous, on manque de main-d'œuvre, on est bien trop occupés, le carnet de commandes est trop rempli, on manque de staff, les gens ne sont pas là pour le faire, on ne sait pas comment le faire, de quoi vous parlez au juste, puis on n'a pas d'intention. Puis il y en a la moitié qu'on leur dit, puis avez-vous l'intention de faire quelque chose, puis qui nous disent non. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça donne au juste? Alors, c'est ça ce qui se passe au niveau du Conseil de l'innovation, sur lequel siègent des gens de la Coop fédérée. Et on est heureux je devrais dire plutôt Solio maintenant, on est heureux de les avoir avec nous pour réfléchir à comment stimuler les entreprises pour qu'elles innovent, c'est-à-dire développent des nouveaux produits ou améliorent leur processus, leur organisation et des fois, juste faire ce rattrapage de transition numérique-là. Nathalie, est-ce que j'ai fait le tour de la question ou tu veux que je te dise un petit peu plus qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, une transition numérique? J'aimerais ça que tu nous en parles là, avant qu'on rentre dans des exemples un peu plus concrets. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis de quoi on parle? Vous savez, aujourd'hui, si tu n'as pas... ton entreprise, ton organisation n'est pas numérique aujourd'hui, tu n'existes pas. Là, on est en confinement. On connecte avec nos clients maintenant de façon numérique. Et ceux qui n'ont pas compris ça sont en voie d'extinction. Regardez bien où vous allez être l'année prochaine. C'est dangereux. Il faut être capable de se connecter aux grandes chaînes de distribution, à nos clients, à nos acheteurs de façon numérique. Ça, il y a une phase là. Ensuite, tu as des outils pour gérer tes ressources à l'interne. Et ça, c'est la base. Donc, connecter, vendre, savoir qui sont tes clients, avoir ces données-là, et être capable de gérer tes ressources humaines, tes ressources de production. Puis le 4e volet, quand on parle d'automation, mais dans certains cas, c'est d'être capable de produire tes services ou tes biens avec des outils technologiques. Tu as ces 4 niveaux-là qui sont de base. Puis là, on entend souvent l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, des robots. Non. Là, on ne parle pas de choses sophistiquées. On parle de systèmes aujourd'hui qu'il faut adopter, maîtriser, qui vont nous donner des informations, des données qui vont simplifier le travail,
Au début, ça va être plus compliqué, mais c'est ces 4 domaines-là sur lesquels on doit aller. Quand on voudra aller plus loin, à ce moment-là, on pourra en comprendre qu'est-ce que ces systèmes-là nous disent. Quand on va analyser les données qui sont présentes, on va apprendre 1001 choses sur nos clients, sur nos gens, sur comment ça prend de temps de faire les choses, sur comment ça coûte faire les choses. Ça va nous donner des données que, encore une fois, sans intelligence artificielle, vont nous faire prendre conscience de plein de choses qu'on pourra améliorer. Je pourrais vous donner plein d'exemples, je vais m'arrêter ici. L'étape ultime, c'est d'inventer des nouvelles façons. C'est sûr que là, si on veut créer des nouveaux produits dans le secteur financier, dans le secteur de la production agricole, si on veut développer des nouvelles techniques, il y a de la recherche et de l'innovation, des choses nouvelles on peut pas acheter d'un système qu'on peut pas simplement implanter. Mais c'est sur trois étapes-là que il faut commencer par la base. Et ça, c'est ça la première étape de la transformation numérique. Merci, Luc. Dans le fond, ce que je retiens, c'est qu'on a tous, selon nos domaines d'activité, des opérations actuelles on peut se faciliter la vie, puis après ça, développer des nouvelles choses, puis enrichir, amener de la valeur ajoutée à nos organisations. Et ça crée un cercle virtueux. On crée un cercle virtueux. En faisant le premier pas pour s'améliorer avec des systèmes comme ça nous donne des informations pour être capable de rentrer dans un cycle d'amélioration continue en ayant des données. Puis je donne un petit exemple, vous allez trouver ça bien drôle. Tout le monde se plaint d'attendre en clinique chez les médecins. Mais quand on réalise que la durée des rendez-vous, qui sont tout le temps de 10 minutes, c'est pas correct, ça. Selon l'âge du patient, l'heure de la journée, le type de maladie, les durées vont varier. Quand on a un système qui comprend ça, qui est capable de donner les rendez-vous de la bonne durée au bon moment, personne n'attend. Donc, on personnalise l'offre, puis on a de la meilleure satisfaction pour nos clients. Merci beaucoup. Je vais enchaîner avec M. Cordeau, avec Sébastien, qui cumule une dizaine d'années d'expérience au service GroupeX. Et pour Sébastien, dans le fond, le virage numérique est entrepris dans son organisation. Alors, j'aimerais ça, Sébastien, que vous nous parliez de qu'est-ce qui a été le déclencheur chez vous pour aborder le numérique au service de l'horticulture et de vos membres. Je vous dirais que le virage numérique chez nous, on l'a pris il y a 5-6 ans. Il y a 3 ans, on a commencé la transformation numérique. Et le virage numérique, pour nous, c'était vraiment de se mettre à jour. Par exemple, la facturation, on fait de la facturation centralisée, c'est 800 à 900 factures par jour qu'on traite. Recevoir ça il y a 5, 6, 7 ans par la poste, virage numérique égale par courriel. Maintenant, on se penche beaucoup plus depuis 3 ans sur comment notre run, ce qu'on fait, nos opérations de tous les jours, comment on peut utiliser la transformation numérique pour l'optimiser, pour aller chercher un peu plus de statistiques, une facilité de classement pour nos membres dans un système, un intranet qui va leur permettre de sauver du temps administratif. Parce que, disons-le, quand on est entrepreneur, on a mis en place une entreprise, pas pour faire que de l'administration. Et là, je fais de fil en aiguille, une réflexion super importante. On part d'une entreprise parce qu'on a un désir de réussite, d'être entrepreneur. La transformation numérique vient nous appuyer justement à se concentrer davantage sur le pourquoi on a mis notre entreprise en place. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec nos membres dans la transformation numérique, pour les épauler à se dégager du temps et à réfléchir davantage à l'optimisation du service B2B ou encore B2C dans notre cas. Merci beaucoup. On va y revenir sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire chez vous, le B2C puis le B2B. Mais ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la transition numérique, mais on parle de la transition numérique pour soutenir la mission puis la vocation première. Il ne faut jamais perdre ça de vue pour que ça devienne aussi stimulant pour les gens qui plongent dans cette aventure-là. Merci beaucoup. Monsieur Etier, alors vous avez un parcours très, très diversifié dans différents domaines, les mines, l'aéronautique, vous êtes ingénieur. J'aimerais ça que vous nous parliez comme ingénieur touche-à-tout, qui a travaillé un petit peu partout au Québec. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution du numérique au fil des dernières années? Premièrement, je suis ingénieur informatique. Donc, ça veut dire que moi, ça fait 20 ans que j'ai les 2 pieds dans le numérique. Puis, c'est sûr qu'en 20 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé dans le domaine. En fait, c'est un domaine qui est tout le temps en ébullition, en changement.
Mais c'est des changements comme si on se remet, il y a 10-12 ans, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Facebook. Pourtant, aujourd'hui, tout ça, c'est omniprésent. Puis c'est le genre de choses où est-ce que si tu connais pas ça, tu manques une grosse partie de la vie, là, finalement. Puis pour les entreprises, c'est un peu le même phénomène qui se passe, c'est-à-dire que aussitôt que tu as une entreprise comme la CDRQ, où est-ce qu'on est né finalement de l'union de plein de bureaux régionaux, mais ça qui dit plein de bureaux partout veut dire, là, nous, on est en pleine transition pour implanter un ERP, là, un Enterprise Resource Planning, ou logiciel de gestion intégré, parce qu'il faut centraliser l'information sur les contacts, il faut pouvoir répartir notre tâche de travail, il faut pouvoir aller chercher, capter l'information, comme on disait, puis finalement, de ce chaos d'information-là, il faut en retirer la valeur ajoutée. Alors, c'est aussi ça, la transition numérique, c'est vraiment d'organiser toute la masse d'informations, puis en même temps d'utiliser les bons outils pour la bonne tâche, parce que c'est pas toutes les entreprises qui ont les mêmes besoins, puis c'est ça qu'il faut vraiment se concentrer, c'est les besoins des gens. Donc, vous avez parlé de la collecte de données. J'imagine que dans le contexte où il y a une transition, des fois intergénérationnelle, il y a une mémoire collective, organisationnelle qui peut être très bien servie, j'imagine, par le numérique. Là. On pourra peut-être revenir sur ces aspects-là tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, la table est mise. Vous savez avec qui on discute cet après-midi. J'aimerais ça qu'on plonge dans un autre bloc sur l'importance du numérique. On vient de parler que ça évolue, c'est dans nos vies de tous les jours. On a tous, ou à peu près, des outils numériques à notre portée. Monsieur Luc, pourquoi la transition numérique est nécessaire au Québec, et ça dans tous les domaines? Vous avez abordé tantôt le domaine médical. On a vu que dans la dernière année, entre autres, on a été on a tous expérimenté les Teams, les Zooms, etc. Mais disons, pourquoi c'est si important au Québec? Tout à l'heure, on a parlé qu'on avait du rattrapage à faire. Ce serait le fun de savoir Oui. la vision du Québec là-dedans, puis versus l'international. Là, faut-tu serrer les coudes encore plus? De tous les secteurs économiques ont des raisons. Évidemment, puis si on passe des secteurs, on a commencé à parler du manufacturier, où là, il y a une pénurie grave de main-d'œuvre. C'est toujours une question de productivité où on doit arriver à garder les entreprises chez nous, à réaliser la plus-value, mais les concurrents le font. Les concurrents sont automatisés, sont intégrés aux chaînes de distribution, au système de distribution, au système d'achat informatisé dans le monde, puis leurs fournisseurs également. Puis cette intégration-là des chaînes de production, des chaînes de valeur au niveau du manufacturier, ben ça fait que les entreprises peuvent... On se dit qu'il n'y a pas d'avenir pour le manufacturier au Québec. C'est tout parti en Asie. C'est pas vrai, ça. C'est des choses... C'était vrai il y a quelques années. Maintenant, on a un retour. Mais il faut être capable de jouer dans les ligues majeures avec armes égales avec ces compétiteurs-là qui... donc, dans l'automatisation, c'est nécessaire. Donc, ça, c'est tout le secteur manufacturier. Dans le secteur des services, on est tous des consommateurs, des utilisateurs de services. La vie numérique des gens, hein, ton collègue ici est avec nous, l'a bien mentionné, on vit dans un monde connecté, on a tous des téléphones intelligents. Le déploiement d'un passeport vaccinal n'a pas requis le déploiement de gadgets électroniques. Là. C'est un petit bouton, puis le logiciel s'installe, on a la plateforme. Donc, dans un univers où on a une plateforme, où 97% des Québécois 94 sont connectés avec des accès Internet haute vitesse ou avec un accès personnel, il faut être capable de capitaliser là-dessus et d'offrir des services que les consommateurs attendent, consommateurs B2B, consommateurs B2C, là, les consommateurs, mais aussi les clients business qui s'attendent avec ces outils-là dans le service. Dans les domaines financiers, dans les domaines du commerce, dans les domaines même de l'art, de la culture, de la vie au quotidien, c'est des services. On a parlé de la santé tout à l'heure. C'est attendu, les liens vers la municipalité, le B2G, les gouvernements. Écoutez, il n'y a pas un secteur qui ne doit pas aujourd'hui arriver pour le bien de tous. Là. Quand repensez à la révolution
des services financiers. Là. C'était un tollé quand on remplaçait les charmants caissiers, caissières par un guichet automatique. Aujourd'hui, on ne veut même plus le voir, le guichet automatique. On veut que ça se passe, encaisser nos chèques à la maison, faire ça à l'heure qu'on veut sur nos appareils mobiles. Et ça a amené une satisfaction de nos clients, une augmentation de la productivité de l'entreprise. Tout le monde est content. Et ça doit se passer. Je vous donne un autre exemple. J'étais fasciné de réaliser qu'une nouvelle entreprise agricole a été fondée récemment qui s'appelle la Ferme d'hiver. Elle n'a pas été fondée par des entrepreneurs agricoles traditionnels. Elle a été fondée par un spécialiste des données, un ingénieur en télécommunications, puis un expert en réseau de distribution dans l'agroalimentaire. Quelqu'un qui venait du monde du commerce au détail dans le domaine alimentaire. Pourquoi? Parce que, la science de la culture en serre, elle peut être perfectionnée de mille et une façons et eux, on utilise les données pour comprendre les données et les recherches scientifiques pour être capable d'optimiser la production et de l'optimiser par les mille et un petits détails. Quand je disais, quand on a l'information, puis j'aimais ça l'expression qui a été donnée, de dire, de se fouiller d'informations-là et sortir du sens, on arrive à comprendre comment on peut optimiser par un ensemble de petits détails. Saviez-vous que la fraise, lorsqu'elle grandit en serre, ou quand elle grandit dans la nature, ne va pas se développer de la même façon selon la vitesse du vent, si le vent est et on parle de 1,5 km ou 1,3 km/h, il y a une différence parce que l'abeille ne vole pas de la même façon, la pollinisation ne se fait pas de la même façon. Quand on a les données qui capturent ça, puis qu'on est capable de montrer que la fraise A pousse mieux à 1,3 km de vent versus la fraise B à 1,5, maintenant on arrive à augmenter la qualité du fruit et les capacités de le conserver puis de le faire produire plus rapidement. C'est des données. Quand je posais la question aux gens du domaine agroalimentaire dans nos recherches pour la nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, gens de l'agriculture? Je me disais, j'avais plein d'idées préconçues. Ce qu'on m'a répondu, c'est on a besoin de données. On doit prendre nos décisions sur nos cultures, sur tout ce qui est de l'épandage, où, quand, comment, pourquoi, pour être capable de vendre à quel prix, à quelle date, à quel moment. On a un trading desk sur notre pupitre, nous, dans notre ferme, chez nous, dans notre maison, pour être capable d'avoir les données pour faire les bons deals. Écoutez, je m'arrête ici, mais on voit que c'est dans tous les domaines, Nathalie. Oui, merci beaucoup. Puis moi, ce que je retiens des derniers propos, c'est la nécessité de faire équipe avec d'autres spécialistes. Donc, souvent, on est dans notre propre milieu, dans notre propre secteur d'activité, puis on vient de parler, là, les producteurs de fraises qui font appel à des spécialistes de d'autres champs d'intérêt. Je pense qu'en innovation, puis dans cette transformation-là numérique, on va en rediscuter, là, mais la collaboration est très, très importante. Puis si on n'est pas en train de briser un peu les silos puis sortir... Tout le savoir tout seul, impossible. Exactement. Donc, je pense que c'est sécurisant. C'est à la fois... ça peut nous faire un peu peur parce que ça nous amène à travailler avec des personnes peut-être avec qui on a moins d'habitude de travail. Mais en même temps, je pense que c'est ça l'enjeu. Notre enjeu personnel, c'est d'aller... de se brancher sur nos besoins de nos clients, puis après ça, aller chercher les experts. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on est plein d'experts là, dans tous les domaines pour faire appel à cet enjeu numérique-là. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Sébastien. J'aimerais ça, Sébastien, que tu nous parles un peu plus en détail de ce que ça vous apporte, justement, votre expérience des dernières années là, dans le domaine du numérique. Donc, le numérique est votre raison d'être, la mission. Tantôt, on a abordé le B2B, B2C, service à la clientèle, valeur ajoutée. Si tu pouvais nous en parler quelques minutes, s'il vous plaît. Oui, certainement. En tout cas, c'est super important ce qui a été dit par M. Sirois et toi, Nathalie, concernant, il y a beaucoup d'experts. Puis à un moment donné, on est une entreprise ou un groupement, puis on se dit, tabarouette, y a-t-il des moyens d'y arriver? Moi, ce que j'encourage les gens, c'est oui, faites des rencontres. Il y en a énormément d'experts qui peuvent vous accompagner. Puis ayez pas peur de verbaliser vos demandes puis vos défis dans votre vocabulaire, dans votre jargon. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait dans les 3 dernières années, puis ça nous a amené ailleurs, vraiment ailleurs.
Donc, Nathalie, là, précisément, tu voulais que je te donne des exemples, par exemple, sur nos efforts en B2B ou en B2C? Oui, tu peux déjà aborder, dans le fond, on peut glisser sur la notion des enjeux, défis, un petit peu comment, tu peux nous parler un petit peu dans ton cheminement, là. Ça a commencé par quoi, là, au départ? Parce que tu m'avais parlé, en guise de préparation, un petit peu de l'importance de la préparation. Ça veut dire quoi, se préparer, avant de nous donner des exemples concrets, là? Comment ça a été la préparation chez vous, là? Tu nous parles d'avoir verbalisé des besoins, rencontré des gens en dehors de votre secteur d'activité, des experts, mais la préparation mentale, on va dire ça de même, là, comment ça se fait là, dans une entreprise? Bruno en parlait un petit peu tout à l'heure, avant même, là, comme dirigeant ou chef d'entreprise, arriver à exposer ces objectifs-là à son équipe, dans mon cas, à mon équipe, mais en plus aux membres, il faut arriver préparé. Il faut arriver avec des objectifs très clairs parce que le premier effort à faire, c'est de leur exposer notre réalité, puis de leur faire comprendre une vision future sur 3 ans, basée même sur 5 ans, et tout ça dans l'objectif des mobiliser. Un groupe comme le nôtre, on parle de plus de 3000 personnes au total, pour être en mesure de mettre les différents éléments par la transition numérique. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de mobilisation et surtout la création dans la préparation, Nathalie, de beaucoup de comités avec nos clients. Nous, on est chanceux, nos clients, on est en contact constamment avec eux. On fait par exprès pour être en contact constamment avec eux. Mon conseil d'administration, c'est mes membres. Mais on a créé des comités. On crée des comités en tout, que ce soit un comité pour avoir mis la boutique en ligne de Passion Jardin, pour un comité pour le recrutement B2C qu'on fait pour des nouveaux membres, comité à tous les niveaux. Et parce qu'on leur a exposé cette façon de faire-là, toujours dans la préparation, de mettre au cœur de nos priorités notre client, ben ça leur a donné un sentiment d'appartenance, de confiance, puis rapidement un désir de dire, ben j'aime votre offre, on avance, puis on avance ensemble. Dans une transition numérique, dans un domaine comme le secteur de l'aménagement paysager et des jardineries, du commerce au détail, c'est pas quelque chose qui jase régulièrement. Donc, il faut être très préparé puis assurer qu'on a des éléments qui sont très mobilisateurs pour leurs équipes et nos entrepreneurs. Merci. Donc, il y a un rôle. Je vais mettre un petit commentaire, Nathalie, sur ce que Sébastien vient de dire. Oui, en effet, c'est important d'avoir de l'aide, puis Sébastien l'exprime bien. Moi, je dirais qu'il y a comme 2 catégories de personnes pour aider. Quand tu as des questions, puis que tu sais quoi poser comme question, il y a des experts pour aider et répondre. Des fois, tu as besoin d'un type de personne, des fois, tu ne sais même pas quelle question poser, tu ne sais même pas ce que tu ne sais pas. Donc là, il y a des jeunes, ils sont étonnamment allumés, branchés, connectés, qui sont des gens qui vont pouvoir t'aider à t'ouvrir sur quoi penser, quoi avoir, qu'est-ce qui existe, quel sujet avoir, comment prioriser, tout ça pour être capable de t'initier. Et ça, d'avoir une personne comme ça à l'intérieur, c'est pas une mauvaise idée. Merci. Bruno, vous voulez ajouter? Oui, bien, pour aller dans le même sens un peu, oui, effectivement, c'est critique d'aller chercher une expertise, dans ce cas-ci, dans le numérique, tout simplement parce qu'il ne faut jamais se fier aux vendeurs. Il faut vraiment avoir, que ce soit une expertise où on engage quelqu'un à l'interne ou on va chercher des experts indépendants pour identifier c'est quoi nos besoins. Il n'y a rien de pire que de partir de la solution puis de s'imaginer qu'on va l'appliquer à notre cas. Au contraire, il faut partir des besoins des gens puis de l'entreprise, de voir où est-ce qu'on veut s'en aller avec ça. Puis après ça, on choisit la solution en fonction de ça. Puis aller étape par étape. Puis je retenais aussi la voix du client, puis éventuellement la voix on a parlé les comités, là, la voix du client, la voix des membres. Ça pourra être aussi la voix des équipes de travail, là. À un moment donné, quand on est un peu plus aligné peut-être, mais je pense oui, puis aussi comprendre ce que les compétiteurs font. Ça aide aussi de voir que, hey, attends une minute, là, t'es le dernier du peloton. Les autres, qu'est-ce qu'ils font aussi? C'est intéressant de le savoir, de pouvoir s'étalonner des fois comme ça dans ce sens-là.
Merci beaucoup. Je céderai la parole à Bruno pour nous parler de... Toi, Bruno, dans le fond, tu es embauché par la CDRQ. CDRQ, dans le fond, pour, tu l'as bien mentionné, pour développer des outils à l'intérieur même de l'organisation, mais aussi développer un coffre à outils pour vos membres, je pense, là. Oui, oui. Ben, Donc, oui, parce sans que... nous parler de ça, parce que c'est peut-être pas le propos, mais dans le fond, qu'est-ce que tu conseilles à des gens là, qui, comme première étape là, pour débuter une transition numérique? Là? Ben, la première étape, c'est vraiment s'intéresser à la question. Parce que la transition numérique, je veux dire, c'est un peu comme le changement climatique ou la pandémie. Que tu t'y intéresses ou pas, elle va t'affecter. Donc, c'est vraiment s'intéresser à la question, poser des questions, puis vous tous qui êtes là, ici présents, ou même en virtuel, félicitations. Vous avez fait la première étape, vous vous intéressez à la chose, vous essayez de vous informer. C'est déjà un premier pas, puis c'est le premier pas indispensable. Parce qu'après ça, il faut se poser la question, se faire un bilan. On parlait un peu de bilan tantôt. Comme on a développé des outils justement pour faire un bilan numérique de l'organisation. Puis j'aimais bien ce que M. Sirois disait au début au niveau des différents départements, mais plus que ça encore, c'est que chacune des différentes fonctions de l'entreprise va avoir un niveau de maturité numérique différent. Parce que généralement, s'il y a une personne ou un département d'informatique, ils vont être un petit peu plus calés que la moyenne, mais ça ne veut pas dire que les ventes, la gouvernance, la culture d'entreprise, la production, la distribution, ils ont tous des niveaux de maturité numérique différents. Puis tant qu'on ne connaît pas ces niveaux-là, on ne peut pas les comparer à d'autres, puis on ne peut pas identifier les besoins qu'on va aller dans un plan pour faire une action au bout du compte. J'ai une question pour toi, Bruno. Oui. Tu sais, je vais dire, il y a un certain temps, on partait un département de TI, puis la connaissance, puis la préoccupation de TI, c'était dans ce département-là. Aujourd'hui, je pense que c'est plus transversal. C'est un petit peu ce que tu nous amènes comme échange, effectivement. Ben, c'est comme les ressources humaines, ça touche à tout le monde. L'informatique aussi, ça touche à tout le monde. Mais en même temps, je veux dire, quand on parle d'une PME de 3 employés, ils ne peuvent pas avoir une personne à temps plein là-dessus. Là. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher une entreprise dont la spécialité est d'offrir un service de support technique, parce que ça vaut mieux ça que d'être pris tout seul avec les problèmes. Une entreprise de 50, 100, 200 employés, là, ça vaut la peine d'avoir des ressources à temps plein dédiées à toi, puis qui vont pouvoir commencer à développer tes propres outils. Donc, encore là, c'est s'adapter au contexte de l'entreprise. Puis peut-être qu'avant d'embaucher, si on ne sait pas encore tout à fait, peut-être qu'on est mieux de continuer de creuser. Je ne sais pas si faut se poser des questions. Mais il faut se poser les bonnes questions. Donc, il y a beaucoup de... On a parlé tout à l'heure de la préparation. Puis en tant que tel, il n'y a pas de mauvaise réponse. La seule mauvaise réponse, c'est l'ignorance. Donc, poser des questions, c'est le meilleur moyen pour avoir des réponses. Bien, tout à l'heure, il va y avoir justement une période de questions. Fait que les sujets qui n'auront pas été abordés, là, vous les poserez. J'inviterai maintenant peut-être Sébastien à rebondir là, sur les propos de Bruno. Peut-être nous parler de quelques réalisations. Puis j'aimerais ça qu'on parle des défis, parce que là, on discute là, de choses, mais j'aimerais ça peut-être qu'on prenne un sujet, peut-être Sébastien, ou en tout cas un dossier que vous avez piloté là, en transformation numérique. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement là, comme défi, comme étape, comme leçon apprise peut-être? Bien, je pense que je vais aller avec le plus récent. Je vais y aller avec notre désir l'an dernier, en planification stratégique à l'automne, d'ajouter un 5e rôle à la coopérative envers ses membres. Ce rôle-là, on l'a nommé talent. Dans une crise de main-d'œuvre, dans un secteur comme le nôtre, aménagement paysager, jardinerie, ça commence à être costaud. C'est des métiers qui sont difficiles avec plusieurs défis. Alors, c'était évident à un moment donné qu'on voulait faire une différence. C'était évident aussi qu'on allait faire une transition numérique, mais surtout de réussir à mutualiser ce service-là, parce que c'est pas donné à tout le monde, à chacune des entreprises, dépendamment des moyens financiers qu'on veut accorder au recrutement. C'est pas tout à fait évident de mettre le temps, l'énergie puis l'argent là-dedans. Dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est on s'est d'abord questionné sur la mise en place d'une marque employeur. Donc, on a sondé 300 employés de la coopérative, hommes, femmes, diverses générations, pour être en mesure de les comprendre. C'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là qui travaillent pour nous? Et pourquoi on a fait ça? Bien, toujours dans l'intérêt de les connaître, de les rencontrer, de leur parler, puis de créer des liens. Ça, c'est un gros plus. La rencontre, c'est toujours un point positif. Mais au-delà de ça, dans un objectif de recrutement, en images puis en mots, pour recruter une nouvelle main-d'œuvre, comment on allait s'adresser via
une transition numérique à des futurs candidates pour venir travailler chez nous. Ça a été les premiers pas. Les mêmes bases sont toujours super importantes de bien connaître l'humain ou en bref, le contexte, le concept ou encore les éléments d'un projet avant de s'y lancer. Après ça, très clairement, on a fait un site talent, un site web talent. Puis ça, bon, écoutez, est-ce que c'est impressionnant de mettre un site web en ligne? La réponse, c'est non. Là où ça a été intéressant, c'est que comment recruter à travers le Québec, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick des candidates. Je l'ai dit tantôt, on avait fait un dressé, on a fait des campagnes publicitaires et c'est là qu'on s'est mis à utiliser le géofencing. Et c'est là où on a utilisé des études comme les études... Géo quoi, excuse-moi? Géofencing ou encore barrière numérique. Ça a mal sorti. Non, ça va. Et c'est là où on a utilisé aussi des données, on parlait de données tantôt, comme par exemple des données d'études Vidato ou encore des partenaires qui nous ont informés de différentes listes de prospects possibles ou encore de candidats possibles à recruter dans des régions où il y avait un engouement. Et on a fait une campagne via le géofencing, AdWords, Instagram, Facebook et tout autre outil numérique pour être en mesure d'obtenir un total quand même de 2 500 000 vues et fréquentation des posts offerts pour finalement générer quand même un bel apport pour l'ensemble de nos entreprises dans la coop d'être en mesure de recruter de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est notre réalisation, sincèrement, la plus récente. Une des plus difficiles qu'on a fait. Pourquoi difficile? Écoutez, on est dans un contexte, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des offres d'emploi, c'est quasiment 2 500 $ de bonus à la signature. Tout le monde a besoin de main-d'œuvre. Nous, malheureusement, on n'est pas dans un secteur d'activité qui nous permet financièrement de faire ça. Donc, pas plus tard qu'hier, on était en brainstorm avec l'équipe pour savoir on s'en va où l'année prochaine dans cette façon-là de s'adresser à eux. Je vous dirais que sur 10, on est à l'étape 1. Honnêtement, je pense que sur une vision 3 ans, on aura probablement atteint 90% de notre objectif d'épauler nos membres dans une transition numérique d'un recrutement de talent. Dans le fond, tu nous parles, Sébastien, d'un exemple très concret. J'aimerais ça t'entendre parler. Est-ce que ça a été... parce qu'on sait que, tu l'as mentionné, là, vos membres devaient être très, très occupés dans la dernière année. Là. Tout le monde s'est mis au jardinage, puis en aménagement, puis tout ce que tu voudras. Est-ce que c'était difficile de convaincre ces gens-là à investir du temps pour des comités, peut-être de l'argent? Tu sais, ça a-tu été facile de convaincre d'aller dans cette direction-là? Puis, y a-t-il une fierté, une notoriété? Tu sais, c'est quoi les bénéfices aujourd'hui, même si vous êtes dans le fond, en chemin, là, la destination n'est pas atteinte encore, mais vous êtes en marche, là. La difficulté, puis peut-être le bénéfice? La coop se porte bien, donc les investissements supplémentaires de la part des membres, on n'a pas dû leur faire de demande. Par contre, on a créé un comité RH de membres à travers une élection, comme vous connaissez, à l'intérieur d'une coopérative. Puis on avait aussi une personne en RH qui avait un rôle RH envers nos membres, qui venait piloter le projet. Et les gens ont embarqué. Pourquoi? Parce que le comité RH est formé de membres. Ce sont des collègues, ce sont des gens qui œuvrent exactement avec la même réalité qu'eux. Et c'est un excellent point, Nathalie, parce que cette démarche-là, sans nos membres, puis d'avoir fait un travail au siège social dans notre tour d'ivoire en pensant qu'il y aurait une mobilisation instantanée envers cette nouvelle méthode-là, parce qu'on a un besoin criant de main-d'œuvre, mais la réponse, c'est non. Ça reste encore que la préparation, la mobilisation des gens est importante, puis chacune des entreprises doit bien connaître la bonne méthode d'amener les gens à embarquer dans un projet, virage numérique ou transition numérique ou non. Merci beaucoup. Bruno, est-ce que tu as des choses à apporter à ce moment-ci? Non? Ça va? Ça va. Luc, je reviendrai vers vous pour réagir peut-être à ce qui est exposé. Dans le fond, on a parlé de bonne préparation, on a parlé d'impliquer le conseil d'administration, les clients, les membres, d'aller chercher de l'aide externe, faire
un bilan, ou en tout cas prendre le temps de connaître nos besoins. Puis c'est pas juste, j'imagine, nos besoins d'aujourd'hui, on peut pas juste numériser notre façon de faire d'aujourd'hui. Je pense qu'un des défis, c'est de se donner des outils pour l'aujourd'hui, mais qui vont être évolutifs, puis qui sont en lien avec la vision d'affaires. L'exemple de Sébastien est très parlant. Il a créé une 5e patte de service à ses membres sur un domaine qui est apparu comme une urgence. Et il n'y avait pas de service qui pouvait... Il y a d'outils numériques qui existaient. Ils ont créé quelque chose, ont fait quelque chose de simple, ils ont utilisé la technologie pour le faire. Donc, c'est un exemple de comment on peut utiliser la technologie pour améliorer ce qu'on fait quand c'est au fur et à mesure que ça évolue. Bon, c'est sûr que quand on demande aux entreprises, est-ce que le fait d'avoir entamé votre transition numérique, d'innover là, en termes d'organisation, de système, de connexion pour la commercialisation ou de gestion des ressources humaines, de travailler ensemble de façon plus connectée, tout ça, est-ce que au début de la pandémie, on leur a demandé, le fait d'avoir fait ça avant la pandémie, est-ce que ça vous a aidé à absorber le choc de la pandémie? Puis évidemment, la réponse était 70% oui, puis les grandes entreprises, c'était 84% oui, une chose comme ça. C'est arrivé, puis bon, ils ont pris la vague et puis ils ont été capables de continuer à travailler parce que la connexion entre les employés, la façon de travailler, tout ça, c'était déjà établi, puis la transition était déjà prise. À l'inverse, la nécessité est mère de l'invention. Est-ce que le choc pour les autres, est-ce que le choc de la pandémie vous a fait vous réveiller pour faire un projet de transformation numérique? Ben oui, évidemment, il y en a qui se sont bien rendus compte que tabarnouche, avoir su, je l'aurais fait plus souvent, puis là, j'apprends des choses. Donc, moi, c'est un commentaire que j'ajouterais. C'est sûr que c'est un effort. C'est sûr que ça a un coût, puis que ça fait mal d'adopter un nouveau système, puis que ça va mal au début, puis ça marche pas, puis ça se peut même que ça marche pas, puis qu'on faut recommencer parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Mais l'alternative, c'est d'être immobile, puis dans un monde qui avance plus vite, ben, d'être immobile, ça nous fait reculer. Merci. Puis, je pense que aussi, c'est de prendre peut-être des petites bouchées à la fois ou faire des projets pilotes ou expérimenter puis réussir parce que des fois, on veut prendre une trop grande bouchée puis là, ça prend du temps puis on voit pas le bout. Je pense peut-être qu'on prend des projets puis qu'on est fiers. Oui, puis le fait que les systèmes sont info-nuagiques, aujourd'hui, beaucoup de plateformes sont info-nuagiques, tu sais, ça permet plus facilement de... C'est pas un immense chantier de tout changer. Là, on peut s'abonner. On est tous sur des info-nuages, des applications dans nos vies personnelles. Donc, à ce moment-là, de migrer sur des infrastructures info-nuagiques, ça aide un peu aussi. Puis, on peut y aller à petite échelle. Merci. Oui, Bruno? Oui, bien, pour renchérir un peu là-dessus, je dirais que si on se replace il y a 2 ans dans l'univers pré-pandémique, il y a énormément de monde qui n'avait jamais fait de vidéoconférence, qui n'avait jamais fait du télétravail. Alors ça a été un choc pour beaucoup de monde, mais en même temps, on s'est rendu compte, mais oui, mais c'est possible. C'est sûr que là, c'est un cas où ça a comme fait une accélération. On a avancé le télétravail de 10 ans en l'espace d'une année, mais en même temps, on voit que c'est possible. Puis ça, le télétravail, c'est un des éléments de la transition numérique qui est là pour rester. Parce que combien de monde se sont rendus compte, mais finalement, sais-tu que c'est le fun en maudit, des fois, de travailler à la maison puis pouvoir aller au garage ou à l'épicerie, gagner du temps de ce côté-là, conciliation travail-famille, c'est toutes des choses qui sont facilitées par rajouter un petit peu de numérique là-dessus. Puis en même temps, ben oui, ça permet une qualité de vie de plus aussi. Puis non seulement ça, mais ça permet aussi d'ajouter, je dirais, un peu de saine gestion démocratique dans les coopératives et autres entreprises d'économie sociale parce que ces outils-là technologiques, maintenant, on peut faire un CA en virtuel. Là. On peut réussir à communiquer avec les membres, faire des votes plus facilement. Ce genre de choses-là aussi, ça vient se rajouter par-dessus ce qu'on ne pouvait pas faire avant, puis que maintenant, les gens se rendent compte, ben oui, ça existe. Donc, ça donne des trucs, des leviers de plus. Avant de céder la parole au public qui auront des questions possiblement, j'avais demandé à chacun des intervenants de nous partager peut-être son conseil ou
une clé de succès là, à partir de leur expérience, les meilleures pratiques qui existent. Là. J'aimerais ça qu'à tour de rôle, dans l'ordre ou dans le désordre, là, quand vous êtes prêts, de nous partager. On comprend qu'il peut y avoir des conseils au démarrage d'un projet, à l'implantation, entre les deux, mais je vous laisse le libre choix de nous dire peut-être un truc pour qu'on reparte d'ici, peut-être avec le goût de bouger puis d'aller un peu plus loin dans nos propres organisations. Sébastien? Ben, certainement, j'y réfléchissais encore, mais je vais y aller très simplement. Puis je l'ai dit un peu d'entrée de jeu, un conseil que je peux vous donner, c'est avec vos équipes, échanger dans votre jargon sur les méthodes de faire. Je reviendrai aussi avec ce que M. Sirois a dit par rapport à la vigie. Ben oui, il n'y a pas de souci de regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs. On peut innover, mais on peut aussi copier les bonnes pratiques puis les appliquer dans nos entreprises. Puis surtout, créer un réseau autour de vous qui va vous permettre en tout temps de pouvoir vous apprendre davantage de fois en fois, de rencontre en rencontre, que tout peut être exploré dans notre run, dans nos opérations, puis que 10 à 15% de nos opérations dans une année devraient automatiquement soit subir ou être en réflexion de transition numérique. Ça nous garde en continuelle réflexion, puis en désir de faire mieux, d'optimiser. Merci, voilà. Merci beaucoup. Bruno? Oui, ben moi, je dirais que le mot-clé, ce serait ouverture. Parce que c'est à la fois l'ouverture, ne serait-ce que d'avoir un intérêt, d'avoir une ouverture aux nouvelles idées, mais c'est aussi une question de l'ouverture au point de vue de ceux qui ont des réticences. C'est normal, dans toute gestion du changement, il va y avoir des gens qui ça bouscule un peu leur manière de faire. C'est bon de l'écouter, ce qu'ils ont à dire, puis de s'assurer de répondre à leurs besoins aussi. Puis en même temps, c'est important pour eux soient ouverts au changement aussi. Puis, mais pour ça, il faut leur démontrer les bénéfices qu'ils vont en tirer. Donc, moi, ce serait le mot-clé à retenir. Merci. Monsieur Sirois. Peut-être, je vais partager un secret là, de dirigeants performants, dirigeantes performantes. Il n'y a rien de plus puissant. Là, aujourd'hui, on a une conférence, on est des experts qui parlent, des idées, les gens écoutent, on a une couple qui vont coller. Mais d'être entre pairs, entre dirigeants qui ont du même type d'entreprise, puis structurer, se rencontrer régulièrement, parler de qu'est-ce qui se passe. Toi, comment tu as fait ça? Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Faites attention, mes chers collègues, etc. C'est quelque chose de très, 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 très puissant pour ceux qui le font et qui l'apprécient beaucoup. Pourquoi je dis ça? C'est que dans l'univers coopératif, c'est peut-être le contexte le meilleur où on peut faire ce genre de choses-là. C'est des entrepreneurs, propriétaires, ou des producteurs, des productrices qui s'associent, qui partagent un certain nombre de ressources, qui se mettent dans une organisation commune et qui ont l'occasion justement de vivre beaucoup de choses semblables. Et puis il y a une structure pour les aider à apprendre l'un de l'autre. Moi, je vous dirais, ça c'est une baguette magique. Il ne faudrait pas vous en priver. Tout à fait. Puis je corrobore souvent dans le secteur, je vais dire privé traditionnel, on parle de la collaboration pour innover. Puis dans le milieu coop, je pense que c'est une belle source d'inspiration sur ce volet-là. Puis j'ajouterais peut-être, moi, mon truc, mon conseil, là, je reviens à l'écosystème québécois, dans les centres de recherche, les maisons d'enseignement. Dans mon quotidien, je parle à des gens qui sont dans les opérations, dans leur business, de ne pas oublier de faire appel puis d'interpeller. Il y a beaucoup de savoir, de connaissances, de rapports puis d'études qui sont existantes. Puis ces gens-là, des fois, se cherchent des milieux preneurs, donc des milieux pour tester des approches. Donc, si vous êtes dans un domaine, vous pouvez fouiller peut-être ou demander à des gens de fouiller pour vous qu'est-ce qui existe dans l'univers des CCTT, dans l'univers des centres de recherche. Puis peut-être que ça ne sera pas applicable à 100%, là, mais vous pouvez y tirer des idées. Là, tu as dit un mot magique qui a passé rapidement pour bien des gens dans l'audience. CCTT. Ah, c'est ça, cette affaire-là? Oui, c'est ça. Je vais demander à l'ancien DG. C'est les centres collégiaux de transfert de technologie. Donc, dans tous les cégeps, il y a des unités de recherche là, avec du savoir, puis des connaissances, puis
ils peuvent faire des projets avec vous Ils pour sont vous. partout au Tout à Québec. fait. Ils sont spécialisés dans plein de domaines. Et c'est des gens qui sont là pour, justement, faire le lien entre les grandes technologies, en inventer si nécessaire, mais qui vont répondre à vos questions. Donc, parfois, entre être seul avec notre propre gang, puis tout de suite embaucher des gens, des fois, dans l'entre-deux, ça permet une neutralité, ça permet de nommer plus précisément. Puis après ça, si on va aller chercher des fournisseurs, bien, on est plus avancé au niveau de notre pensée, etc. Oui? Pour renchérir, oui, les CCTT, c'est une excellente source d'expertise indépendante. Justement, par exemple, quand c'est le temps de choisir un gros logiciel de gestion, c'est ce genre d'expert-là que ça prend pour indiquer, bon, mais regardez, voici l'état des lieux, voici quel genre de logiciel il y a, voici qu'est-ce qu'on vous conseillerait, voici qu'est-ce que c'est. C'est en plein ce genre d'expertise externe-là qui, eux, ils sont payés pour vous aider, finalement. Parce que, puis ça peut arriver à une grande entreprise comme une petite, de se tromper. Une petite entreprise qui achète un logiciel parce que le vendeur, il leur promettait monts et merveilles, ça arrive tout le temps. Mais même les grosses entreprises, on pense à Dow Chemical, qui investit 400 millions US sur 8 ans pour un immense logiciel de gestion, puis qui finalement se rend compte que la technologie a tellement changé entre-temps qu'ils sont obligés de scraper tout ça. Ça existe aussi. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'expertise, c'est là qu'on réussit à avancer. Puis dans les conseils d'administration, des fois, on a les profils usuels, avocats, comptables, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, pour aller chercher des points de vue différents autour de la table du conseil d'administration, d'aller chercher des gens qui ont plus cette expérience ou ce savoir-là, ça peut nous aider à cheminer aussi. Est-ce que, M. Jérôme, nous avons des questions? Oui? Et ceux qui, dans la salle également, auraient des questions. Donc, M. Gérard, merci de nous faire réaliser que même si la transition est numérique, le succès passe par la mobilisation des ressources humaines. Effectivement, ça a été dit dans la préparation des gens, ceux qui vont gérer le changement, ce sont les gens. Donc, il y a toute une notion d'appropriation, de nouvelles compétences aussi à acquérir. On n'a pas besoin d'être des spécialistes, mais ça prend quand même un minimum. Quelles sont les résistances les plus souvent invoquées par les membres de vos équipes ou de vos CA? Quelqu'un veut répondre à cette excellente question? Ça coûte cher, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, est-ce que ça va donner quelque chose, est-ce qu'on a le temps de le faire? Puis des fois, il y a cette série-là qui entre en ligne. C'est sûr que quand tu crées un système, là, c'est compliqué. Là, c'est toujours de doser création, adaptation versus utiliser off-the-shelf. Ça corrélait avec les coûts, mais à ce moment-là, il y a des décisions difficiles à prendre, mais c'est sûr qu'il y a toujours des risques quand tu développes quelque chose, que tu essaies d'adapter quelque chose de façon infiniment détaillée. Il y a toute la complication qui vient, puis c'est une réalité. Ça arrive. Je veux dire, il y a des projets d'implantation numérique. Malheureusement, puis mon expérience comme entrepreneur, elle est là. Des fois, faut que tu t'y reprennes malheureusement à 2 puis 3 fois avant que tu y arrives. Tu as choisi le mauvais outil, tu as choisi le mauvais fournisseur, le fournisseur t'a lâché en chemin, tu as mal spécifié, ce qu'ils font, c'est tout croche, l'outil est fait comme il faut, mais ça fonctionne pas, ils te chargent pour le refaire, tu n'as plus de budget. Bon, je peux pas faire peur à personne, mais c'est la réalité. Y a-tu du pas? mais encore, il y en a qui réussissent, c'est ça? Il y a des façons agiles d'y aller rapidement, comme tu l'as dit, hein, une bouchée à la fois, une étape à la fois, pas essayer de tout faire du premier coup. Puis il y a des guides d'expérience dans ça qui vont être capables de le faire tranquillement comme ça. Un premier système à la fois, puis on l'absorbe, on le digère, puis on passe au suivant. Puis on est fiers, puis on a réussi, puis on apprend dans ça, oui. Puis même si je peux rembarquer là-dessus, je dirais que ça n'a pas besoin d'être une grosse patente, là, parce que mon exemple préféré de ce sujet-là, moi, c'est vraiment les couturières pop. Tu sais, on a vu ça aux nouvelles, là, hein, des femmes qui se mettent ensemble pour fabriquer des masques, puis puis après ça, ils se découvrent des contrats, puis ils se font une coopérative et tout ça. Bien, c'est parti d'un groupe Facebook. OK? Le numérique était dans leur ADN dès le jour 1 pour faire la communication entre elles, dispatcher, donner des trucs, donner des conseils, faire de la formation, chercher des clients et tout ça. C'est tout du numérique, mais c'est pas compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. L'important, c'est d'adapter aux besoins.
Je pense qu'on se l'est dit, hein, adapté aux besoins. Ça passe par les humains. Il faut bien mobiliser notre monde. Est-ce qu'il y a une autre dernière question du public en présentiel? Est-ce que vous avez des... Oui, madame. Pour l'auditoire en ligne, je vais répéter la question. Ma question, ça s'adresse à M. Sirois particulièrement. J'entends tantôt marque employeur. Vous savez, moi, je travaille avec beaucoup d'entreprises, des PME. Là, tout le monde veut trouver des gens. Donc là, tout le monde crée sa belle marque employeur, rehausse ses conditions. Donc, c'est la priorité. Alors que si on regarde à la base, c'est le manque de ressources humaines, en grande partie. Donc, est-ce qu'il va y avoir des orientations en termes de gouvernement pour guider les gens? Parce que ce qui me vient à l'idée, moi, c'est améliorer les processus pour réduire les besoins de main-d'œuvre. Donc, si on a à choisir, parce que en termes de rattrapage numérique, c'est très large. Donc, est-ce qu'il va y avoir... Parce que là, je trouve qu'on est en réaction au Québec, là, de façon très forte, sur on manque de main-d'œuvre, donc changeons nos conditions, puis le voisin augmente les siennes. Donc, tu sais, dans le manufacturier, ça a toujours été assez simple. Robotise, donc si tu robotises, tu vas accélérer, ça va bien. Quand on tombe dans le service, dans le commerce, etc., etc. Donc, ma question, dans le fond, c'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir quand même de l'information un peu plus précise pour guider les entrepreneurs? Le nom de la personne j'ai manqué votre nom. Je ne me suis pas nommée. Vous ne risquez pas de l'avoir entendu. Suzanne Mayotte. Moi, je suis avec le groupe Promutuel, mais là, je lance ça dans un niveau très large. Bonjour, Mme Mayotte. Bien, écoutez, juste au printemps, pour la préparation de la nouvelle stratégie québécoise de recherche et d'innovation, on a rencontré 500 entreprises un petit peu partout. Bon, merci au numérique, là, ça n'aurait pas pu en rencontrer autant. Mais bon. Puis, Mme Mayotte, c'était ce que vous répétez là aujourd'hui, c'est la réalité, puis on l'entend de centaines d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprises. Puis c'est comme un état d'urgence, puis c'est comme si le feu était pogné. Bon, la table de concertation des partenaires du travail avec Mme Murray, elle travaille fort depuis plusieurs années avec avec tous les acteurs, dans le fond, qui ont des idées productives. Ils avancent à faire des travaux, ils avancent à faire des propositions au niveau de former du personnel, au niveau de l'embauche, sur les questions d'immigration et tout ça. Moi, ce que je constate comme nouveau là, sur le terrain, même avec mon C sur mon chandail, c'est que le problème amplifie plus rapidement que les solutions sortent. Parce qu'il en sort des solutions, il en sort des moyens, ils sont probablement mal communiqués, mais ils sont là. Il y a beaucoup de subventions qui ont sorti à l'embauche, il y a eu toutes sortes de choses qui sont sorties. C'est comme si le problème il grandit plus vite que c'est comme l'eau coule du bateau plus vite qu'on arrive à passer les trous. Et là, je vois l'ampleur du défi, mais j'ai beaucoup d'espoir dans les travaux de Mme Murray puis de la table de concertation des partenaires du travail. Moi, je vous invite à vous retourner vers eux puis de voir comment eux vont arriver à essayer de coordonner un peu les efforts de tous et chacun. Ça reste que fondamentalement, c'est mathématique le problème. Tu sais, on s'en sortira pas, là. L'immigration, il faut la régler, il faut régler bon, mais ça ne sera pas fait tout de suite. Il va falloir trouver des façons d'arriver à patcher le trou en attendant pour que ça tienne. Puis ça, ben, vous l'avez dit, il y a un combat de voler les employés du voisin en augmentant ses conditions, mais ça, c'est pas durable. Mais il y a de la possibilité de rapidement faire des projets d'investissement, puis que là, le capital nous amène à sauver du monde. Je vous raconte une anecdote, là, cet été... en une minute. Madame du Tim Hortons. Elle va durer 30 secondes. La pauvre petite madame du Tim Hortons, quand je lui ai demandé un latte, premièrement, elle n'était pas trop sûre c'était quoi. Mais ensuite, quand elle s'est rendue compte que ça prenait 2 minutes faire mousser le lait et qu'elle n'était pas contente, la madame, mais elle faisait ça à main. Tandis que petit café d'à côté, au bord de la rue, il y avait un petit bras robotique qui faisait le café latte. Ils en produisaient 5 fois plus dans le même temps. Bon, c'est niaiseux comme exemple, là. Mais il y a des tâches au niveau de la prise de rendez-vous, au niveau de la commercialisation, au niveau de la vente, au niveau des opérations, de la logistique. Il y a des entreprises qui se spécialisent en logistique. Robert Transport s'est spécialisé dans ça. Il faut appeler de l'aide ailleurs que dans son organisation. Merci. Merci pour cette... Je sais que c'est facile à dire, là. Pas facile, là. On a du chewing-gum pour colmater la fuite dans le bateau, là.
Il y avait une autre question pour nos 3 panélistes. Quel niveau d'expertise techno doit-on viser sur un CA pour faciliter la transition? Doit-on viser des expertises très pointues ou plus généralistes en techno? Bien, si tu peux me permettre là-dessus, là, il y a comme 3 réponses à ça. Premièrement, il y en a un niveau là, que c'est 0 d'expertise technologique. Ça prend, on l'a dit, Bruno l'avait dit, ça prend de l'ouverture. Au début, là, c'est donc tous les risques qu'on a mentionnés, il faut avoir un CA qui a une forme de compétence à gérer le risque ou être capable de comprendre que il faut... Bon, et donc l'ouverture et l'intention, ça c'est le numéro 1. Le numéro 2, il y a une question de sécurité où dans un CA, tu dois avoir la compétence ou la sensibilité à l'importance de la sécurité de l'information, des infrastructures, des opérations, donc la cybersécurité, la protection des données, la protection des infrastructures de l'entreprise, parce que ça... C'est grave, là. Tu sais, c'est les criminels d'aujourd'hui, ils volent plus à la banque avec un gun puis un masque, là. Quoique aujourd'hui, on porte tous des masques, là, mais ça, c'est une autre histoire. Le troisième, c'est justement, oui, au niveau de la... Moi, je pense que la jeunesse, les jeunes arrivent avec une espèce de sagesse numérique là, qui peuvent inculquer aux dirigeants. Et j'ai vu beaucoup de CA où le fait qu'il y avait tout le temps, ou bien au point de vue marketing, ou bien au point de vue innovation de produits, il y avait des jeunes qui étaient allumés, ça contaminait le reste du CA et l'équipe de direction. Mais le CA, c'est toujours un problème. C'est un des problèmes. Et je veux dire, c'est souvent ceux qui mettent le frein, étonnamment. Un lapsus qui fait rire. Que le CA, c'est un problème. Merci. Je pense que c'est 3 points super importants. Donc, on parle de la diversité, avoir une composition de CA diversifiée là, pour aller chercher différents points de vue, différentes expertises. Merci beaucoup. Est-ce que, Sébastien, tu avais un autre commentaire pour compléter ou ça allait? Non, ça allait. En fait, je pense que M. Sirois a dit un point important sur notre CA, sur nos comités, la diversité hommes-femmes, les différentes générations, super important, des points de vue totalement différents, des connaissances, puis un transfert de savoir-faire complètement différent d'une génération à l'autre. Mais pour nous, c'est le point le plus important. Et ils n'ont, dans notre cas, aucune expertise en transition numérique. Mais je pense que c'est important, à un moment donné, de faire verbaliser c'est notre désir d'avancer. Pas toujours par l'équipe à l'interne, mais encore, on le dit, avec des experts qui peuvent venir de l'externe. Et ça aide à faire passer pas mal de messages. Merci beaucoup à tous les 3. On a parlé vraiment on a couvert, c'est un sujet vaste, mais j'espère que vous avez retenu certains éléments, puis que de l'importance du réseau, parce qu'en travaillant en réseau, je pense qu'on est capable d'avancer puis se sentir moins. Des fois, on a la notion d'incompétence, pas être à la hauteur puis pas savoir assez. Je pense qu'on est capable de passer ces barrières-là puis d'avancer. Donc, je vous remercie tous les 3, Luc, Sébastien et Bruno. Puis je remercie aussi l'équipe de Jérôme et Rachel qui nous ont aidés à nous préparer pour ce panel. J'espère que ça a été à la hauteur de ce que vous attendiez, ou en tout cas que ça va vous faire cheminer. Je vous souhaite une bonne fin de journée.